Comment faire avec les mécanismes du cerveau? Comment l'entraîner à aller mieux? Je m'inscris un peu en faux par rapport à l'idée de programmation. L'idée, c'est que le cerveau est un ordinateur, il y a des programmes, il y a des disques durs. Je pense que c'est au fond une métaphore qui a fait énormément de mal parce qu'elle s'inscrit encore dans le paradigme moderniste qui aime bien réfléchir au fond les choses de manière mécanique. Le corps humain, le cerveau humain, ça ne sont pas des mécaniques. Le cerveau a l'air d'être assez friand du négatif et plus enclin à le retenir. Si tu imagines nos ancêtres il y a 3 à 5 000 ans, les plus optimistes sont ceux qui avaient le plus de risques de mourir. Pendant la crise sanitaire, avec ces médias qui ont alimenté l'anxiété, on gouverne les gens par cette peur. Les témoignages de scientifiques en Allemagne et en Angleterre qui ont dit on a reçu le mandat du gouvernement de trouver les verbalisations pour faire paniquer la population. Quand une personne croit qu'elle est en danger mortel, elle est hors de son fonctionnement habituel, ce qui fait que toute cette souffrance se dirige contre un ennemi clairement désigné, comme les complotistes, les magazines qui leur donnent la parole. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne sont pas tombées dans le piège? Et en Occident, aujourd'hui, il y a un traumatisme un peu généralisé. Et la guérison de ça passe par le fait de retrouver une bienveillance fondamentale pour pouvoir se regarder soi-même dans nos difficultés avec plus de compassion, de patience, d'indulgence que tout de suite sortir le bâton pour se taper dessus. Et paradoxalement, cette crise Covid a été salutogène. On est beaucoup plus en santé aujourd'hui qu'on ne l'était au début de cette aventure, parce qu'on a eu cette ressource de grandir à travers l'adversité, ce que tous les gens qui se sont fait prendre n'ont malheureusement pas. Ces jugements, cette culpabilisation, souvent on va dire j'arrive pas à rentrer dans le moule, j'arrive pas à être comme ci, comme ça, et on va croire que le problème vient de nous-mêmes. Nous avons une relation à nous-mêmes qui est particulièrement dure. Bonsoir à tous, bienvenue sur Nexus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue de la santé et spécialiste de la salutogénèse. On va voir tout ça avec lui. On va réfléchir à notre époque dans ce monde où nous sommes traversés par les peurs, les blessures, les angoisses de tout ce que l'on vit dans ce stress d'une société qui est de plus en plus malade. Et de ce totalitarisme croissant que l'on constate tous les jours. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens ou journalistes, rétablir notre confiance et notre paix intérieure et enfin trouver du sens dans nos vies? Est-ce possible de vivre sereinement aujourd'hui alors que le monde est en permanence au bord d'une guerre mondiale, que nos libertés se sont effondrées depuis le Covid comme peau de chagrin et que les médias mainstream nous abreuvent sciemment et constamment de mauvaises nouvelles? Pour Jean-Dominique Michel, c'est tout à fait possible et nous allons voir avec lui aujourd'hui comment faire avec les mécanismes du cerveau, comment l'entraîner à aller mieux. Mais avant de le recevoir, je vous rappelle que Nexus ne vit que grâce à vous, grâce à tous nos lecteurs. Nous sommes sans publicité, sans milliardaires, sans censure. Donc c'est uniquement grâce à vous qu'on peut poursuivre notre travail d'information indépendante et vous fournir des contenus comme celui-ci en accès libre. Donc retrouvez-nous en kiosque et sur nexus.fr, le dernier numéro que voici. Et pour ceux qui veulent sortir des écrans, sortir de cette prison numérique et nous retrouver pour le premier grand festival Nexus, il reste encore quelques places. Ce sera bientôt en rupture. Faites vite, le lien de la billetterie est dans la description. Et j'ai tout de suite le plaisir de recevoir notre invité du jour, Jean-Dominique Michel. Bonjour Jean-Dominique, comment vas-tu? Bonjour Marc, merci de me recevoir. Je vais bien, je te remercie. Je te reçois pour cet ouvrage, 28 jours de neurosagesse, réveiller votre sagesse intérieure grâce aux neurosciences, aux éditions Résurgence. C'est une mine d'informations pour comprendre le fonctionnement du cerveau et comprendre comment est-ce qu'on peut le reprogrammer pour aller mieux. Alors, ça peut paraître un petit peu développement personnel, ça à la mode, mais c'est sous un angle très pratico-pratique, avec très peu d'efforts à fournir, parce que les gens ont de moins en moins de temps, et surtout à une époque qui est plus que, anxiogène, et qui nécessite qu'on se recentre un petit peu. Comment est-ce que, selon toi, surtout pour nous, c'est presque une question intéressée que je te pose, qui surfons à travers notre travail sur des actus anxiogènes.
pour avoir une hygiène de vie, pour sortir de cette déprime, pour pas dire dépression généralisée dans lesquelles beaucoup de gens tombent, avec cette infobésité, la guerre en Iran, la guerre au Moyen-Orient. Maintenant, ils veulent nous refaire encore une nouvelle épidémie d'hantavirus. Ils essayent, hein, mais on a compris quand même, malgré tout, leur petit jeu. Mais ça ne s'arrête pas. Alors, comment essayer de garder cette paix intérieure, selon toi ? Alors déjà, merci de tes questions et de ton accueil. Je m'inscris un peu en faux par rapport à l'idée de programmation. Ça, c'est une métaphore qu'on a beaucoup eue dans la continuation de la sortie des programmes informatiques, à travers la programmation neurolinguistique. Au fond, l'idée, c'est que le cerveau est un ordinateur, il y a des programmes, il y a des disques durs, et quand un programme ne joue pas, il faut chercher à le changer. Et je pense que c'est au fond une métaphore qui a fait énormément de mal, parce qu'elle s'inscrit encore dans le paradigme moderniste qui aime bien réfléchir, au fond, les choses de manière mécanique. Or, le corps humain, le cerveau humain, ça ne sont pas des mécaniques. Ce sont des systèmes complexes qui ont une logique organique. Et ce dont il s'agit, à mon sens, et tu l'as bien dit dans ton introduction, c'est que, au fond, peut-être qu'un point de départ de cette exploration, ça serait ce que les scientifiques appellent une dissonance évolutive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre cerveau a évolué au long des millions d'années, en tant qu'espèce, pour développer tout un ensemble d'aptitudes et de compétences. Et en l'occurrence, notre cerveau d'aujourd'hui, le tien et le mien, serait idéal pour là où nous sommes il y a 3 à 5 000 ans. Alors, pas aujourd'hui. Imagine il y a 3 000 ans, comment c'était autour d'ici. Très naturel, période de disette, période d'abondance, la chasse, la cueillette, beaucoup de mouvements, très peu de travail à fournir. Dans les sociétés simples, on travaille 4 à 5 heures par jour pour nourrir tous les besoins de subsistance. Les vêtements, la nourriture, les huttes, s'occuper des enfants. 3 à 5 heures par jour. On avance sur nous alors. Le reste du temps, on fait rien, on fait pas grand-chose, on rêvasse, on contemple, on fait des rites. Et en fait, il y a eu une telle accélération avec les progrès technologiques qu'aujourd'hui, on est dans une situation, alors qui bien sûr a apporté un ensemble d'avantages, mais aussi un ensemble de difficultés qui vont avec, et avec un cerveau qui a réussi à s'adapter à bien des endroits, parce qu'on a des extraordinaires ressources d'adaptation, mais il y a des zones aveugles où on patine lamentablement parce que notre cerveau n'est pas fait pour ça. Et avec, comme souvent en santé, un décalage entre la cause et l'effet. Si tu as une frangale de sucre, que tu bouffes beaucoup de sucre, tu fais pas forcément le lien avec le fait qu'1 ou 2 heures après, tu es en hypoglycémie, et le fait que quelques années plus tard, tu as un syndrome inflammatoire chronique de bas grade. Parce qu'il y a un effet comme ça qui est reporté dans le temps. Et pour notre cerveau, c'est exactement la même chose. On est aujourd'hui dans un environnement très riche, tu as invoqué l'infobésité, où il y a une multitude de stimuli intéressants, et notre cerveau est curieux de tout. Donc il cherche à savoir ce qui se passe en Iran, ce qui se passe dans les faits divers, ce qui se passe en sport, ce qui se passe en ci, ce qui se passe en ça. Et donc il est comme en permanence en train d'essayer de chercher des stimuli, sauf qu'on a besoin d'autant de vide que de plein. Donc pour 1 heure qu'on passe à se concentrer sur quelque chose ou à aller frénétiquement sur les réseaux sociaux, on a besoin d'1 heure de contemplation, de jeu avec ses enfants, de promener son chien, de discuter sans enjeu avec quelqu'un qu'on aime. Et aujourd'hui, nous n'avons plus du tout cet équilibre. Ah, la balance, elle est clairement déséquilibrée là. Exactement. Alors pour moi, il ne s'agit pas tellement de reprogrammer le cerveau, il s'agit de comprendre quel est le décalage dans lequel il est arrivé, quelles sont les conséquences à court, à moyen et à long terme, et puis comment est-ce que, sachant ce qu'on sait aujourd'hui, on peut s'accompagner, non pas pour devenir un ascète qui se prive de tout ce qui est apparu au cours des 5000 dernières années, mais pour pouvoir vraiment l'habiter et consommer ce que le monde contemporain a à nous proposer avec de la sagesse, avec de la sagacité. C'est-à-dire mettre un petit peu de pause dans cette surstimulation qu'on a de toutes parts, que ce soit... alors, est-ce que ça peut être tout type de pause ? Tu dis, bon, pour 1 heure de stimulation, j'imagine 1 heure d'infos, hein, les gens ils écoutent la radio, les infos, pratiquement tous les jours, en allant au travail ou chez eux le soir. Il faudrait avoir 1 heure de petite pause récréative, un peu d'oisiveté, un peu de... Oui.
Alors la bonne nouvelle, parce qu'effectivement, en l'énonçant, on se dit déjà, mais c'est impossible. Je dois bosser 7 ou 8 heures par jour, j'ai des contraintes en plus, quelques heures par jour supplémentaires, il n'y a que 24 heures dans une journée, j'y arrive pas. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris les processus, on n'a pas forcément besoin d'être dans un équilibre complet. Et par exemple, il suffit de faire 20 secondes de décrochage toutes les 20 minutes au cours de sa journée pour permettre au cerveau de se régénérer. En fait, ça se passe comme ça. Tu te souviens de l'histoire cerveau droit, cerveau gauche ? Hémisphère droit, donc il y en a un qui est un peu plus analytique, voilà. L'autre qui est un peu plus créatif. C'est totalement faux. C'est totalement faux, c'est une fake news de première, ça fait des décennies que ça circule, c'est pas du tout comme ça. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un système rationnel analytique et on a un système créatif, mais c'est juste pas corrélé à l'un ou l'autre hémisphère. La rationalité est tout autant dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche et vice-versa. C'est un mythe urbain, mais qui a eu du succès parce qu'on voit bien cette alternance entre les deux registres. Et en fait, notre cerveau est fait pour passer toute la journée de moments où on se concentre sur quelque chose et de moments où on part dans la lune. On part dans des rêveries, on vagabonde, on saute un peu du coq à l'âne, on se raconte toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, on voit que quand on fait un effort de rester concentré pendant un certain temps, inévitablement, à un moment donné, on va se dire « mais là, j'ai décroché ». Je suis parti dans mes pensées. Parce qu'en fait, il se passe tout un ensemble de processus salutogènes quand on décroche. Alors d'ailleurs, la salutogénèse, tu me disais avant de débuter l'entretien. C'est ce qui est l'entretien, la santé. Et donc, si on se concentre, si on se force à rester concentré pendant des heures et des heures, on va en fait s'épuiser sur le plan neuronal et notamment des neurotransmetteurs. Alors que si, toutes les 20 minutes, tu fais une pause de 20 secondes pour bâiller, t'étirer, partir dans la lune, juste décrocher 20 secondes et que tu reviens, tu as laissé le temps à ton cerveau de cette respiration. La position assise, aujourd'hui, est une tuerie en termes de santé. Les effets à long terme d'être assis 7, 8, 9 heures par jour sont terribles. On n'est pas fait pour ça. Hein. Il faut se lever au moins une fois toutes les demi-heures. Alors déjà, ce que tu dis, c'est terrible pour le constat de l'école. On nous oblige à rester 2 heures d'affilée, concentrés sur une chaise sans bouger. Ouais. C'est une torture. C'est de la torture, absolument. Et puis après, on continue dans les entreprises, les gens font pareil. Hein. Ils sont assis devant un écran toute la journée. Et là encore, il suffit de pas grand-chose. Tu te lèves une fois toutes les demi-heures, tu fais 2 ou 3 squats où tu t'accroupis, tu te relèves, tu bouges un peu, tu vas à la machine à café, tu vas faire pipi, tu fais ce que tu veux, tu sautilles sur place. Tu fais ça pendant 1 minute, tu te rassieds, tu préserves ta santé à long terme. Donc la beauté de ce qu'on a redécouvert récemment, c'est que des interventions très courtes mais très ciblées peuvent produire des effets protecteurs absolument massifs. Et puis, de toute manière, comme c'est intéressant, tu dis le fait de visser des enfants sur une chaise à l'école, c'est de la torture, c'est vrai. Mais quand tu as un employeur qui te dit « tu dois te concentrer 8 heures par jour », c'est impossible. Et s'il passe à un moment donné, et puis que tu es en train de regarder par la fenêtre en rêvassant, est-ce qu'il va te dire « bravo, tu te ressources » ou il va te dire « je vous paye pas pour regarder par la fenêtre ». Oui, c'est pas valoriser ces moments. C'est ça. Or, c'est parce que tu regardes par la fenêtre que tu te préserves, mais aussi que tu vas avoir une meilleure intelligence de tes tâches, parce que pendant que tu regardes par la fenêtre, ton cerveau, en dessous du seuil de conscience, échange beaucoup d'informations, de sorte à pouvoir, à un moment donné, amener quelque chose de mieux construit, en transperçant le seuil de la conscience. Donc en fait, on est en train de pouvoir documenter aujourd'hui tous ces endroits où notre mode de vie est mal foutu, parce qu'il ne respecte pas nos besoins, et comment est-ce qu'on peut penser à proposer des aménagements. Donc tout le livre est construit, parce que beaucoup de livres de neurosciences existent, mais ils sont souvent soit trop théoriques, soit abstraits, soit on les lit, on trouve ça passionnant, et après, oui, mais quoi ? Alors qu'ici, en fait, je prends 28 sujets. Pour chaque sujet, je donne des informations éclairantes, comme ce qu'on vient d'évoquer, ou l'importance d'être attentif à ce qu'on se raconte à soi-même dans son discours intérieur, d'être attentif aux déclencheurs extérieurs qui nous bombardent pour provoquer des réactions émotionnelles. Surtout avec les téléphones maintenant, les notifications, ça doit être une catastrophe pour le cerveau. Ouais. Une notif pour n'importe quoi, réseaux sociaux. On est sans cesse dérouté, ça prend beaucoup d'énergie pour revenir dans ce dans quoi on était. Donc ça fait pas partie des petites pauses bénéfiques. Par exemple, on est là en train de bosser, il y a une notif, on se dit tiens, on a 20 secondes pour faire autre chose. Non, ça, tu le comptes pas comme. Non, absolument. Ok.
Oui, parce que tu es distrait par autre chose, avec en plus un stress et un questionnement. Est-ce que c'est important? Qui c'est qui m'appelle? Oui, il y a de Est-ce qu'il faut l'enjeu. que je réponde tout de suite? Donc, c'est pas du tout comme défocalisé. Hmm. Alors, chaque jour, tu prends un point précis, donc Mhm. sur les 28 jours. Mhm. Jour 3, par exemple, revenir à 0 en 90 secondes. Oui. Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est essayer de. Alors, tu C'est-à-dire disais toutes les 20 minutes, c'était 20 secondes. Donc Oui. là, C'est-à-dire qu'on a des systèmes natifs qui sont faits pour nous ramener dans un état de neutralité. Et les plus évidents, qui ont été vraiment très bien documentés par la recherche, c'est le bâillement. C'est le fait de soupirer. Et en fait, sans s'en rendre compte, on soupire à peu près 10 fois par heure. Tu as déjà observé ça? Quand tu bosses un moment, à un moment donné, tu vas spontanément faire ok. et passer à autre chose. On regonfle les alvéoles pulmonaires, on crée cet état de pause dans le cerveau, il y a aussi les étirements. Or, dans nos codes sociaux, si tu bâilles en présence d'autrui, C'est mal vu. c'est mal vu. Parce qu'en fait, on interprète ça comme tu envoies le signal que tu t'ennuies. Ouais. Or, c'est pas vrai du tout. En général, on bâille parce qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant, on s'est fatigué, et donc on a besoin de rebooter le cerveau, donc on bâille. Mais ça n'a rien à voir avec l'ennui. C'est un besoin de récupération par rapport à une activité intellectuelle. Mais c'est fou comme prendre soin du corps humain Et oui, est mal vu. exact. C'est associé à quelque chose d'improductif. Alors là, dans le chapitre en question, si tu veux, je montre comment est-ce qu'en associant plusieurs de ces stratégies, on peut vraiment, en 90 secondes, s'accorder une pause extrêmement ressourçante. C'est toute proportion gardée l'équivalent de la micro-sieste. C'est les gens ça correspond pas à tout le monde parce qu'il y a des chronotypes différents dans l'espèce humaine. C'est quoi les chronotypes? Alors ça, c'est un autre truc passionnant, c'est notre relation au temps et au rythme de la journée. Ah, ça m'intéresse. Ça. On sait qu'il y a des gens qui sont du jour et du soir. Quand tu as des enfants, tu sais que tu as des enfants qui, à 6 heures du matin, sont là, papa, viens jouer avec moi. Puis tu en as d'autres, à minuit, tu peux pas les coucher parce qu'ils sont encore, on va faire la fête. Alors moi, je dois avoir un chronotype du soir, ouais. C'est vrai. Et du coup, c'est C'est mal ça. vu aussi. C'est mal vu aussi. C'est impossible d'avoir de la dopamine le matin. C'est ça, exactement. Je peux être fatigué le soir, j'ai un regain d'énergie, alors que je peux avoir fait une nuit Exact. blanche. Donc c'est un chronotype particulier. Oui, c'est des chronotypes. Donc, on a identifié quelques chronotypes dominants. Après, il peut y avoir des mix chez une personne. Et ce que c'est intéressant, c'est qu'après, ça te permet d'envisager, d'organiser ta vie professionnelle et familiale en fonction de tes pics d'activité ou de besoin de repos. Il y a un très beau principe, mais qui est enseigné même dans les écoles de management à Harvard et ailleurs, qui est passer de la gestion du temps à la gestion de l'énergie. De son énergie tout au long de la journée. Parce que la gestion du temps, c'est on imagine qu'il y a des petites boîtes de temps qu'il faut remplir, mais toi qui es du soir, la boîte de temps de 7h30 et 8h30 le matin, c'est pas la même chose pas que très celle entre productive, 21h30 et 22h30. Donc après, c'est de voir comment est-ce qu'on peut tenir compte de cette sensibilité pour aménager son activité et son mode de vie d'une manière qui va ne pas aller contre notre nature profonde. Et à l'inverse, quelqu'un qui est du matin, faut surtout pas lui mettre des séances de travail le soir. Ça va être un calvaire pour elle. Mais tu vois comme aujourd'hui, on n'a pas cette granularité et cette sensibilité d'être juste attentif à des données qui sont objectives. Si tu es du soir, tu peux rien, tu l'as pas choisi. C'est ton chronotype et maintenant on est même en train de montrer qu'il y a des marqueurs génétiques particulier par rapport à mais ça. dans une société capitaliste, productiviste qui veut tout standardiser, ça peut pas matcher. Tu vois, on veut que tout le monde rentre dans une standardisation. Ouais. Et puis, les heures de travail, c'est 8h, 17h. Voilà, et les gens, on leur oblige un peu à respecter ça. Et tu en connais des entreprises qui adaptent Ah oui, bien sûr. à ces chronotypes ou qui laissent ce genre de liberté aux... Oui. Mais tu sais, il y a deux domaines dans lesquels les gens sont beaucoup moins idiots qu'on l'imagine en général. C'est la recherche scientifique et c'est les entreprises. Je te donne un exemple. La spiritualité, ça fait très longtemps que je m'y intéresse, mais à partir de la santé, parce qu'on voit dans les trajectoires de vie et de santé des gens que ceux qui ont une spiritualité s'en sortent mieux que ceux qui n'en ont pas. Donc à un moment donné, on s'est quand même posé la question en se disant, il faut qu'on étudie ça. Et la production d'articles scientifiques sur le lien entre spiritualité et santé est phénoménale. Phénoménale en termes de volume. Depuis l'an 2000, il y a eu 60 000 articles qui ont été publiés sur le lien entre la prière et la santé.
Tu vois. Or, si dans un dîner en ville, tu dis « Ah, moi, je trouve la prière intéressante », tu vas passer pour un farfelu ou pour un allumé. Mais tu dis non, le lien entre la prière et la santé, c'est un objet majeur d'intérêt par Ça la apporte recherche quoi? scientifique. D'après ces études, qu'est-ce que tu as pu en conclure? Ça apporte quoi la prière? Un ensemble de bénéfices énormes. À une distinction près, c'est que ça dépend comment tu pries et qui tu pries. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. De bénéfices énormes. À une distinction près, c'est que ça dépend comment tu pries et qui tu pries. La seule exception, c'est que si tu pries un Dieu que tu te représentes comme étant punisseur, vengeur, qui te laisse rien passer, Ça te fait peur? là, la prière est pas bonne. Mais en dehors de ce cas de figure, ça donne énormément de contenance émotionnelle, de capacité de prendre du recul, au fond, une tempérance de se savoir aimé par la vie et se savoir capable d'entrer en relation avec plus grand que soi. Et vraiment, les batteries de bénéfices vont dans tous les sens, de meilleures relations, une meilleure aptitude à faire des choix de vie qui respectent l'intériorité de la personne, un soulagement par rapport aux erreurs qu'on commet. Au lieu de se taper dessus, on se pardonne parce que on s'imagine que le sacré a une certaine compréhension par rapport à notre maladresse. Donc, la recherche scientifique, c'est un des domaines qui est beaucoup plus ouvert d'esprit qu'on l'imagine. Et puis l'autre, c'est les entreprises. Alors ça dépend lesquelles, parce Ça que dépend lesquelles. en France, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup C'est-à-dire que ouvertes d'esprit. c'est un milieu dans lequel tu en as beaucoup qui ont dérivé dans des logiques sectaires. Tu as des entreprises qui sont des sectes. Tu dois te conformer au code de la secte, parler comme la secte, bouffer la secte, excréter la Souvent les secte. grosses entreprises Oui. qui imposent Ouais, un dogme comme ça. c'est ça. Corporate, on dit. Mais en même temps, les conséquences sont vite assez radicales quand on va contre l'humaine nature. Et je ne sais pas si tu as suivi ces études qui ont été essayées par Microsoft, figure-toi, Dieu sait si nous ne le portons pas dans notre cœur pour un ensemble de raisons, mais qui a essayé la semaine de 4 jours au Japon. Et le résultat des courses, de manière très significative, c'est que quand tu organises des semaines de 4 jours pour tes employés, ils sont beaucoup plus productifs sur l'ensemble de la semaine que dans une semaine de 5 jours. Ouais. Et c'est normal, parce que tu ne peux pas être productif 5 jours de 8 heures d'affilée. C'est impossible. Et en l'occurrence, le 5e jour, tu auras tellement de fatigue accumulée qu'en fait, tu vas faire du De toute façon, présentéisme. en vrai, le vendredi, c'était un peu ça. Mais oui. Les gens venaient juste pour attendre le week-end C'est ça. et à 16h, tout le monde est parti. C'est ça. Parce que, ouais. Et donc là, en l'occurrence, quand tu supprimes un jour de travail, même traitement, Oui. même paiement, même exigence de productivité, les gens font encore mieux. Hmm. Alors, une entreprise intelligente, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se dit non, j'encourage la paresse, les gens, ils ont signé un contrat, ils doivent travailler 5 jours, je veux rien savoir, et puis tu vois la performance diminuer, les problèmes apparaître, la santé se péjorer, ou bien tu te dis, on a vraiment la démonstration probante que ça aide les gens de fonctionner comme ça, ils sont beaucoup plus heureux d'avoir 3 jours, ils peuvent se ressourcer, ils reviennent en forme, ils dépensent leur énergie moins, le résultat est meilleur, donc pourquoi n'allons-nous pas dans cette direction ? Alors, je trouve passionnant que tu poses ces questions parce qu'aujourd'hui, on voit dans notre société que de manière générale, on est dans des tensions énormes entre déblocage structurel de bêtises liés au modernisme, au modèle mécanique, on le voit dans la santé et la médecine, des découvertes qui montrent qu'on pourrait totalement réinventer les choses pour le meilleur profit de tout le monde. Parce que dans le cadre d'une entreprise, si on imagine pouvoir mettre à profit les chronotypes, pour qu'on ait des équipes où il y a toujours des gens au top de leur performance du matin au soir. Mais à tour de rôle. Oui. Et qu'on organise le travail pour tenir compte de ces flux, tu vois, on peut vraiment faire des gains de confort, d'ergonomie et de productivité qui sont sains, parce que ça ne passe pas par le fait de presser les gens comme des citrons ou les maltraiter. Mais notre société aujourd'hui est vraiment en tiraillement complet entre des forces qui veulent tout refermer et ne pas tenir compte de ça, qui continuent à vouloir tout standardiser, et au contraire des forces d'ouverture qui découlent de ce qu'on comprend et de ce qu'on connaît de mieux en mieux. Encore faut-il que les gens s'intéressent eux-mêmes à leur propre physiologie, personnalité, façon de fonctionner aussi, et peut-être sortent de
ces jugements, cette culpabilisation. Souvent, on va se dire ah, j'arrive pas à rentrer dans le moule ou j'arrive pas à être comme ci, comme ça, et on va croire que le problème vient de nous-mêmes. Ouais. Déjà, s'accepter. D'ailleurs, j'ai vu dans les jours que tu décris, donc parmi les 28 jours, jour 6, la compassion envers soi-même. Ça, pour toi, c'est un point très important. Oui, parce qu'il y a une blessure de bienveillance envers soi-même en Occident qui est très caractéristique. Elle peut probablement s'expliquer de nombreuses manières, mais nous avons une relation à nous-mêmes qui est particulièrement dure. Et je crois qu'on peut tous le voir, on est beaucoup plus compréhensif et bienveillant avec nos amis quant aux difficultés qu'ils ont que face à nous-mêmes si on vit les mêmes difficultés. Et il y a vraiment cette espèce de biais de dureté qui n'aide pas, parce qu'il ne s'agit pas non plus de devenir complaisant et de tout se laisser passer. Des fois, il faut être un petit peu critique avec soi-même dans le bon sens, mais avec bienveillance. Et on peut faire une comparaison avec la parentalité. Un bon parent, c'est pas quelqu'un qui laisse tout faire à son gamin ou qui ne le met pas dans une exigence. T'es capable de mieux, je vais t'aider à aller dans cette direction. Tu peux te développer, tu peux apprendre des choses, tu peux être content de toi plutôt que de le laisser végéter. Mais si on lui rappe dessus à chaque truc qu'il n'arrive pas, sachant que l'erreur est la condition de l'apprentissage, on va générer un traumatisme. Et en Occident, aujourd'hui, il y a un traumatisme un peu généralisé. Et la guérison de ça passe par le fait de retrouver une espèce de bienveillance fondamentale pour pouvoir se regarder soi-même dans nos difficultés avec plus de compassion, de compréhension, de patience, d'indulgence que tout de suite sortir le bâton pour se taper dessus. Ouais, c'est vrai que c'est assez récurrent, cette incapacité à pouvoir accepter l'erreur. Ouais. Et on le voit beaucoup dans le langage, la manière dont beaucoup de personnes peuvent se dénigrer elles-mêmes. Mais qu'est-ce que tu as été bête, je suis nul. Non, je veux dire, commettre des erreurs, c'est pas être nul. Être nul, c'est être rien. Et c'est une expression redoutable. Parce qu'à chaque fois qu'on se dit « je suis nul » ou « ah, qu'est-ce que j'ai été nul », au fond, on se met des couches de toxicité qui sont redoutables. Et parmi les autres stratégies que je mets en avant, il y a le fait d'apprendre à reformuler les choses pour les tourner dans un sens constructif. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'échoue tout le temps ? Non. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans cette situation qui a fait que je ne suis pas arrivé au résultat que j'espérais ? Ça change le résultat. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation pour éviter de la répéter à l'avenir ? Et dans un cas, on a des questionnements ou un accompagnement de soi qui ouvre sur des possibles. Dans l'autre, on a, toi, de toute manière, t'échoues tout le temps, t'es trop nul, tu y arriveras jamais, t'as pas de chance, les autres y réussissent et toi non. Et ça, c'est des formes d'auto-maltraitance qui sont redoutables. Alors, de nouveau, il ne faut pas entrer en conflit avec ce qu'on vit à l'intérieur de soi, mais l'invitation, c'est plutôt de porter un regard d'observation bienveillante. Il s'agit de repérer. Donc, par exemple, quand je me tape dessus parce que j'ai échoué ou je me suis comporté d'une manière pas idéale, d'essayer d'entendre ce que je me dis et, par exemple, me dire « mais si toi, Marc, tu commettais une erreur, est-ce que je te dirais ce genre de choses ?» Ou est-ce que je te dirais, mais non, ça arrive à tout le monde. Ou, d'accord, là, t'as foiré, mais regarde tout ce que tu réussis. Tu vois ce que je veux dire ? Cette espèce de bonté qu'on donne spontanément aux autres, est-ce qu'on peut envisager de commencer à se la donner à soi-même ? C'est sûr que ça permettrait au corps d'aller un peu mieux. Aussi. Alors, jour 7, tu vas encore plus loin. Tu parles de gratitude neurosensorielle. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Alors, parmi... Et de nouveau, ce que j'apporte dans le livre, c'est des compréhensions éclairantes et des exercices expérientiels, c'est-à-dire des stratégies à essayer pour voir si ça change quelque chose. Et c'est assez amusant parce que, par ailleurs, je suis critique de la démarche scientifique evidence-based quand elle est mal utilisée, et on l'utilise très mal aujourd'hui à beaucoup d'endroits, mais quand on l'utilise bien sur les bons objets, elle est absolument géniale parce qu'elle permet de constater ce qui donne des résultats et ce qui n'en donne pas. Et la particularité de ce livre, c'est un peu ironique étant donné les années passées, c'est que je n'ai mis que des choses evidence-based. Tout a été validé par la recherche. Donc si on s'accorde d'en faire l'expérience, ça va produire certains résultats. Et en l'occurrence, rappelle-moi le jour. C'était le jour 7.
La gratitude sensorielle. Gratitude neurosensorielle. Oui, la gratitude, c'est une des extraordinaires redécouvertes de ce qu'on appelle la psychologie positive. C'est-à-dire que si, au long de la journée, notre cerveau a de toute manière une faculté, une propension à focaliser sur le négatif. Donc tout ce qu'il y a de bien ou de positif dans notre vie, on tend à ne pas lui prêter beaucoup d'attention, et tout ce qui est source de frustration, de colère, de souffrance, alors là, on en fait des montagnes. Et si, pour contrebalancer ce processus naturel du cerveau, on est configuré comme ça, donc là aussi, ça sert à rien de se taper dessus, il y a des raisons neurologiques, mais on essaye de se souvenir qu'il y a plein de choses qui vont bien dans notre vie et de prendre quelques dizaines de secondes, quelques minutes, de ci, de là, pour les savourer. Pour savourer le fait d'être en bonne santé. Tu sais comment c'est quand tout d'un coup on a une angine ou une rage de dents pendant quelques jours, c'est le calvaire. Juste le nez bouché, on se dit « c'est l'horreur ». Et puis dès que ça se débouche, t'es là, yeah, qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas avoir le nez bouché. Mais on perd ça de vue très vite, vu qu'il ne se rebouche pas. Donc, est-ce que je peux retrouver ce sens de savourer les choses, d'avoir de la gratitude pour tout ce qui est bien dans notre vie ? Alors, c'est vrai que quand on est exposé aux nouvelles, il y a des meurtres, il y a de la guerre, il y a de la violence, il y a des viols, Mais est-ce qu'ici et maintenant, il y a quoi que ce soit de tout ça ? Ou est-ce qu'ici et maintenant, on est en sécurité, on est confortable, on est dans le plaisir d'une relation où on s'apprécie l'un et l'autre, on parle de sujets qu'on espère intéressants, à des gens que ça intéresse. Ici et maintenant, tout est bien. Et le problème, c'est qu'on se laisse envahir par la négativité ou on l'entretient à l'intérieur de nous. Alors, c'est pas qu'il faut la fuir, il faut aussi voir les choses négatives. Parce que le cerveau a l'air d'être assez, on va dire, friand du négatif et plus enclin à le retenir. Oui. Donc, il y a aussi une espèce d'héritage qu'on a de notre cerveau reptilien. C'est en fait une logique évolutive au sein de l'espèce qui s'explique de manière assez simple, qui est que, si tu imagines nos ancêtres il y a 3 à 5 000 ans, les plus optimistes sont ceux qui avaient le plus de risques de mourir. Ouais. Si tu te dis, oui, il y a des bosquets et des arbres, mais a priori, il n'y aura pas de prédateurs, celui qui se dit « Ah, derrière chaque bosquet, il risque d'avoir un prédateur » et qui systématiquement fait un détour, il a plus de chances de survivre. Alors, c'est un peu amusant de le dire comme ça, mais c'est vrai, il y a eu une sélection de traits anxieux et paranoïaques au sein de l'espèce qui fait qu'on excelle à se représenter tout ce qui pourrait mal tourner. Pour la survie. Pour la survie. Alors, ça a quand même un avantage, parce qu'un pilote d'avion, il doit faire une checklist avant de décoller pour vérifier qu'il n'y a aucun bug possible, mais il a une procédure. Il ne le fait pas dans l'émotionnel. Nous, notre problème, c'est qu'on a notre imaginaire qui passe son temps à fantasmer ou à revenir sur ce qui s'est passé de difficile dans nos vies, et le résultat, c'est qu'on baigne dans de la négativité, alors même qu'il n'y a rien de tout ça dans notre vie. Mark Twain, le grand écrivain américain, avait cette phrase géniale, il disait « J'ai vécu beaucoup de choses difficiles dans la vie et quelques-unes se sont réellement produites. » Tout le reste, c'est le temps qu'il a passé à imaginer toutes sortes de catastrophes. Il manque cette checklist pour nous, comme le pilote, pour bien piloter nos vies. Oui, mais là, on a une stratégie qui est l'auto-observation bienveillante. Une anecdote que j'adore raconter parce qu'elle est tellement charmante. La personne avec qui je me suis formé en neurosciences et qui est devenu un ami, Mark Waldman, raconte que quand il a découvert ça, ce biais de négativité, il en a parlé à sa femme. En disant, mais moi, ça me surprend, je suis vraiment quelqu'un qui est tellement pas négatif. Et sa femme a éclaté de rire en disant, mais tu te rends pas compte, tu râles tout le temps. Et lui, il est tombé des nues en disant « Mais c'est pas vrai, I'm a good guy ». Et il s'est dit « Demain matin, en me levant, à partir du réveil, je vais observer mes pensées et compter quelles sont les pensées négatives versus les pensées positives ». Et il est sorti de chez lui pour se promener dans le voisinage et tout de suite, c'était « Le voisin a mal garé sa voiture, il y a une crotte de chien, personne n'a ramassé, il fait froid aujourd'hui, et puis cet imbécile qui passe en voiture ». Et il est revenu, mais tétanisé. Il n'avait aucune idée de ce biais de négativité. Puis le deuxième jour, il est ressorti, il s'est dit, cette fois, je vais essayer de mettre de la positivité. Comme ça, de fil en aiguille, on peut... Alors de nouveau, il faut se laisser être négatif par moment, ça fait du bien aussi. Râler un bon coup, ça fait du bien. Oui. Mais si on râle tout le temps sur tout... ou qu'on c'est le dosage. C'est le dosage. C'est vrai qu'on a plus tendance à
à se dire qu'est-ce qui va pas, même par rapport au monde, hein, Oui, l'État, le gouvernement, l'oligarchie, ouais. ce monde de fous qui nous entoure, en tout cas, nous, dans nos domaines, voilà, de l'information libre, où les gens se rendent compte de pas mal de choses, Ouais. plutôt que d'aller regarder, tiens, Hmm. il y a des choses intéressantes dans la nature, ou dans ma vie en ce moment, ou se lever pour aller voir les petites choses du voisinage qui peuvent être positives. Oui, ne pas les rater, c'est ça. Et en fait, le ratio de positivité en psychologie, on considère qu'il faut en fait veiller à avoir au moins 2 ou 3 pensées positives par pensée négative pour rééquilibrer notre neurologie. 2 fois, 3 fois plus que... Oui, Ouais, parce qu'on réagit plus au ah oui. négatif. C'est un exemple que je prends souvent. Si on te fait un compliment et une critique d'une intensité égale, la critique, tu vas rester avec pendant des heures. Le compliment, tu oublieras tout de Il suite. en faut 3 pour 1, quoi. Ouais. Donc il y a du boulot là. Donc il y a du boulot, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un travail qui se fait parce qu'une fois qu'on devient conscient de ça, et c'est ça que j'aime avec les compréhensions éclairantes, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que tu as compris ce principe, que tu t'es observé, tu dis, mais je ne vais pas me laisser repartir dans de la négativité. Parce que le prix à payer en termes de mal-être, hein, Ouais. et de fragilisation de ma sérénité est trop élevé, c'est pas logique. Et puisque je sais maintenant qu'on est tous configurés de cette manière, je vais faire cet effort où à chaque fois que je me dis ce connard de voisin s'est mal garé, oui, mais les autres sont bien garés. La rue est en sécurité. Il y a une crotte de chien, oui, mais tous les autres propriétaires ont ramassé les leurs. Mais là, il fait beau, il y a un oiseau qui passe, que sais-je. Et au fond, c'est redonner des espaces de respiration tout au long de la journée pour ne pas entrer dans une forme d'asphyxie qui, au fond, se diffuse par mimétisme dans une société qui a perdu beaucoup de la compétence à voir le beau et le bon alors qu'il est là en permanence. Et on nous en prive aussi, peut-être même sciemment, toi qui as bien décrypté ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, avec ces médias qui ont Hmm. alimenté l'anxiété au sein de la population, parce qu'on gouverne les gens par cette peur, Oui. par ce négatif. Oui. C'est un outil de manipulation des masses. Bah, tu sais comme moi les témoignages de scientifiques en Allemagne et en Angleterre qui ont dit on a reçu le mandat du gouvernement de faire paniquer, de trouver les verbalisations pour faire paniquer la population. C'est criminel en termes de santé publique, on est censé s'abstenir de ça rigoureusement. Et puis le but, il est là, c'est que tu mets les gens en panique en l'absence de bonnes raisons, tu crées un stress qui ne lâche pas, parce que quand une personne croit qu'elle est en danger mortel, elle est complètement hors de son fonctionnement habituel. Après, tu désignes des ennemis comme les complotistes, les magazines qui leur donnent la parole, ce qui fait que toute cette souffrance se dirige contre un ennemi clairement désigné, et puis la manipulation est royale. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne sont pas tombées dans le piège ? Et là, je pense que ce que je décris dans le livre, c'est-à-dire cette espèce d'assise de conscience qui fait que tu vois comment se passent les choses et que tu conserves de la lucidité et de l'ancrage intérieur, est ce qui caractérise probablement les personnes qui ne sont pas tombées dans le panneau. On a eu ce petit supplément d'âme qui a fait qu'on ne s'est pas fait prendre. Et ça illustre à quel point c'est précieux. Parce que tous les gens qui sont tombés dans le panneau, moi, sincèrement, j'ai de la compassion pour elles. C'est horrible de se faire prendre en otage comme ça, de se faire manipuler comme ça, de se faire aliéner à eux-mêmes de cette manière, d'en venir à prendre des risques avec leur santé, d'agresser les gens qui ne sont pas prêts à prendre les mêmes risques. C'est très, très violent humainement. Et toi qui en plus beaucoup intervenu sur ces questions-là pendant cette période, initialement, ce n'était pas forcément des sujets sur lesquels tu avais envie d'aller. Non, mais en toute franchise, je ne me suis pas posé la question parce que mon intention était salutogène. C'est-à-dire, comme j'ai vu que ce qu'on disait à la population était faux, que ça visait à la faire paniquer et que les gens, comme conséquence, allaient mal, vu que c'est mon métier et que je sais faire ça, j'y suis allé. J'ai eu conscience des risques que je prenais et du fait que j'allais vivre des mauvais moments, mais la question ne se posait même pas. Tu ne peux pas laisser un truc pareil se faire. En réalité, ça n'aurait pas été à moi de le faire. Ça aurait été à tous mes collègues bien plus prestigieux, bien plus installés, dont c'est le métier, qui sont grassement payés pour ça. C'est eux qui auraient dû y aller. Mais comme à ce moment-là, ils se sont tous défilés,
Soit parce qu'ils sont tombés dans le panneau, beaucoup d'entre eux, soit parce qu'ils n'ont pas voulu mettre en danger leur situation, il fallait bien que des mecs y aillent. Mais en même temps, je crois qu'aucun d'entre nous ne regrette de l'avoir fait, parce que tu ne peux pas laisser se dérouler quelque chose comme ça sans essayer au moins de faire quelque chose. Hein. Alors, justement, avant de commencer l'entretien, tu me disais, bon, c'est vrai que t'as fait ta part, t'as dit tout ce que tu avais à dire sur ce monde totalitaire, oligarchique, qui nous gouverne par la peur, à travers la santé, à travers aujourd'hui la peur de la Troisième Guerre mondiale, tout ce qui se passe et qui entretient la manipulation des foules. Et ce qui était salutogène à l'époque, pour toi, aujourd'hui, peut-être ne l'est plus. Est-ce que continuer à dénoncer sur le long terme, alors tu me parlais de cette contestation permanente quand on préparait l'émission ensemble, au début elle l'est, salutogène, et à la longue elle ne l'est plus. Elle risquerait de ne pas l'être. En toute franchise, moi je vois plusieurs raisons à l'envie au fond de revenir à ce qui m'a toujours intéressé, même si ce que j'ai fait pendant la crise avait un lien. Il y avait une préoccupation salutogène, mais la première chose, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, au fond, tout a été dévoilé. Tout a été dévoilé. Il n'y a plus d'informations majeures à trouver qui n'aient pas été mises au grand jour. Sur la corruption systémique, sur le fait que nos gouvernements sont choisis pour mettre en échec la volonté populaire et imposer un agenda qui est décidé à un autre niveau, sur le fait que les élites mondialisées sont tenues par des exactions pédocriminelles qui permettent de toutes les avoir dans un système de chantage, qu'il y a une mansuétude énorme dans nos sociétés face à cette pédocriminalité organisée. Ok, tout ça on l'a dit, on l'a fait. Donc le problème, c'est pas que l'information n'est pas accessible, et heureusement qu'il y a des canaux comme Nexus pour la relayer, mais c'est que la plupart des gens ne veulent pas savoir. C'est ça le problème aujourd'hui. Et je me suis dit, après avoir fait ma part avec beaucoup d'autres, ça a été un magnifique effort collectif, moi aujourd'hui, j'ai pas tellement envie de redire pour la 12 millième fois, vous savez, Epstein, il avait ses entrées en France, chez nous aussi, on a violé des enfants, chez nous aussi, on a filmé ça pour tenir les politiciens et les chefs d'entreprise. J'ai plus envie de dire des trucs pareils, je l'ai fait. Et j'ai été, je crois d'ailleurs en l'occurrence, un des premiers à montrer de manière aussi organique l'organisation du truc. Donc maintenant, j'ai plutôt envie de travailler sur qu'est-ce qui fait qu'autant de personnes préfèrent se voiler la face plutôt que, même si c'est douloureux, s'aventurer dans le fait d'oser voir un certain nombre de choses. Et ça, je pense que ça dépend de la santé, de la conscience, du cerveau, de la sensibilité, et que c'est plutôt dans cette direction que j'ai envie de travailler. Avec de surcroît, je me permets de le dire, mais le risque que je verrais pour moi, je parle vraiment pour personne d'autre, parce que j'ai le plus grand respect pour les militants, mais moi, au fond, je ne suis pas un militant, et j'aurais pas envie de tomber dans un personnage de militant qui passe sa vie à gueuler contre tout. C'est très bien qu'il y en ait, il y en a qui le font remarquablement bien, mais moi, c'est pas dans ma nature, et c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Et quand on a un peu de visibilité, comme je l'ai eu à travers le Covid, ça serait presque un risque, tu vois, de se dire, voilà, je vais rester là-dedans et je vais me Non, moi j'ai fait ma part, maintenant je repars dans d'autres directions, mais tout en restant en pleine solidarité. Et puis j'interviens encore de temps en temps. Quand tout à l'heure, il y a quelques jours, Alain Boer a dit que l'affaire Epstein n'était pas une théorie complotiste, mais un énorme scandale qui allait nous péter à la gueule, le fait qu'un ancien grand maître du Grand Orient de France, conseiller des gouvernements de la République, criminologue aguerri, le dise publiquement, je trouve que ça change. Donc j'ai fait une émission là-dessus, donc je ne m'interdis pas d'en parler, mais c'est plus effectivement le centre de ma préoccupation. C'est plutôt de voir comment est-ce que collectivement on peut arriver à évoluer jusque dans des rivages où ce genre de choses sera, sinon impossible, du moins beaucoup moins facile que ça ne l'a été jusqu'à maintenant. Alors justement, comment on fait pour arriver sur ces rivages-là, d'après toi ? Mais c'est cette question de maturation. Je pense que, au fond, ce qui a fait que les gens se sont fait prendre, c'est le fait qu'ils ont perdu le contact avec eux-mêmes. Et dans cet effort
salutogènes que j'ai faits, les plus beaux compliments que j'ai reçus, c'est ceux de personnes qui sont venues me voir en disant « mais merci d'avoir dit ce que vous avez dit, parce que ça m'a permis de me rassurer quant au fait que j'avais bien vu ». Et s'il n'y avait pas eu cette parole, la mienne et celle de beaucoup d'autres, peu importe, mais qui était venue les rejoindre, pour dire « mais tu as raison, tu es dans le juste, ne te laisse pas persuader que tu te racontes des histoires, que tu es complotiste, que c'est toi le problème », il y a un moment donné où, me disent-ils, on aurait risqué de céder. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à quoi se raccrocher. Mais quand vous êtes venu en disant « non, c'est vrai, regardez, petit A, petit B, petit C, Didier Raoult, Christian Perron, l'hôpital de Garches, Louis Fouché, tous les autres », à ce moment-là, on a compris, et tu vois, ça a permis de ne pas entrer dans ce processus d'aliénation. Tous les autres, ils sont coupés d'eux-mêmes. Ils ont cru bien agir et ils ont participé à une truanderie monstrueuse. C'est trash comme histoire. Donc je pense que c'est dans cette réconciliation avec soi-même, dans le fait de nourrir ses potentialités de conscience, ce qui passe par le fait de mieux se comprendre et de mieux s'accepter et d'avoir plus de compassion pour soi, qu'on crée les conditions d'une immunité. C'est bien juste, oui, une bonne immunité collective cette fois-ci. C'est ça. Est-ce que finalement, ces informations qu'on a tous relayées, cherchées, ces enquêtes qu'on a essayé de faire pendant le Covid pour informer le plus grand nombre, est-ce que finalement le plus intéressant, c'était pas le lien que ça a créé entre nous tous ? Comme c'est beau. Comme c'est beau. Je crois à l'utilité profonde du travail d'information. Parce que, là encore, la sérénité, ça n'est pas éviter ce qui pose problème et ce qui est douloureux. Ça serait une grosse illusion. Au contraire, il est important de savoir garder les yeux ouverts sur Gaza, sur les effets indésirables des vaccins, sur la pédocriminalité. Il faut être lucide de ça. Ça a un coût parce que ça met en souffrance, ça fait peur et ça veut dire qu'on va être affecté, Dieu merci. Mais le problème, ça serait de ne pas être affecté par ça. Mais on a besoin de plages de ressourcement équivalentes pour pouvoir tenir le coup dans la durée. Et là, ce que tu dis est si vrai. Tu sais, parmi toutes les recherches passionnantes que j'essaye de partager, il y a celle sur le bonheur. Et un petit paradoxe amusant que j'ai résumé dans un précédent livre coécrit avec un neuroscientifique de réputation mondiale se dit « Ne cherchez pas à être heureux, ça déprime ». Si ton but, c'est d'être heureux, t'es mal barré. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile à provoquer, et puis le bonheur, il est fugace. Tu peux pas le faire advenir de manière mécanique. Le plaisir, oui, parce qu'on a des sources de plaisir, et donc si tu te livres à quelque chose qui te procure du plaisir, tu peux l'avoir. Mais le bonheur, c'est autre chose. Tu peux pas le provoquer. Et plus tu cherches à le capter, plus il tend à s'évanouir. Alors que si on accorde d'autres priorités dans sa vie, notamment, et ça c'est la vraie équation du bonheur, notamment au travail, c'est extraordinaire parce que la science l'a formalisé. Tu sais ce que c'est le bonheur au travail, hein ? Si le travail est une passion, oui. Ouais. C'est Ouais. d'accomplir quelque chose qui a du sens. Yes. En fait, c'est de pouvoir faire usage de ses compétences et les développer au service d'une cause noble dans des relations de qualité. Quant à ça, tu vois, tu peux vivre des choses dures, tu peux traverser des galères, tu peux faire face à de l'adversité. Mais si tu mets à profit les compétences que tu as construites dans ta vie, parce qu'au fond, c'est toujours satisfaisant de faire quelque chose qu'on sait faire, développer tes compétences pour une cause noble et utile dans des relations de qualité, à ce moment-là, on est presque indestructible. Et là, le bonheur apparaît, mais pas comme quelque chose dont on a voulu s'emparer, parce qu'on est en quelque sorte dans, les bouddhistes diraient, le dharma, c'est-à-dire la juste expression de notre énergie de vie. Et regarde, c'est ce qu'on a tous fait pendant le Covid. On a fait usage de nos compétences et on les a développées parce qu'on a appris plein de choses nouvelles, au service d'une cause noble qui était d'empêcher cette truanderie du mieux qu'on pouvait.
dans le cadre de relations de qualité. Effectivement, on est plein de gens à s'être retrouvés dans des sensibilités proches et en vivant des relations qui étaient magnifiques. Et paradoxalement, pour nous, cette crise Covid a été très salutogène. On est beaucoup plus en santé aujourd'hui qu'on ne l'était au début de cette aventure, mais parce qu'on a eu cette ressource de grandir à travers l'adversité, ce que tous les gens qui se sont fait prendre n'ont malheureusement pas. C'est vrai que moi je voyais, parce que je gravitais entre les deux mondes, hein, le monde des gens comme nous qui dénonçaient cette escroquerie et le monde des gens qui suivaient les directives. Et force est de constater qu'il y avait plus de joie et de santé Mais oui. dans l'univers de ceux qui dénonçaient que dans l'univers de ceux qui suivaient les règles. Et oui. Alors même qu'on se prenait des retours de manivelle, on se faisait dénoncer, traiter de tous les noms, ostraciser, vilipender, discriminer, rejeter, on perdait des relations. Donc il y avait tout ce qui aurait pu, à l'inverse, nous fragiliser, mais c'est parce que ce cœur vivant, cette âme en vie à travers nos existences, à trouver les moyens d'être nourris et de grandir à travers ce qui se passait, qu'on s'en sort mieux que ceux du camp d'en face. Hein. Alors, jour 20, tu as noté trouver un sens à sa vie. Est-ce que toi, tu l'as trouvé, au-delà de la crise sanitaire qui a pu donner dans cette séquence du sens, de lutter pour la liberté, ça peut donner un sens à sa vie, mais au-delà de ça, est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé ce sens ? Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé ce sens ? Alors merci pour cette question. Elle est très paradoxale parce que trouver un sens à sa vie, en même temps, c'est à peu près impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens incontestable et définitif dont tu peux te dire un jour je l'ai trouvé. En revanche, on a une boussole absolument remarquable qui est celle de la joie et de l'émerveillement. Tu sais, quand je te disais c'est quoi la recette du bonheur au travail, tu me disais mais la passion est quelque chose qui a un sens. Tu vois, tu as trouvé spontanément les deux indicateurs. Il faut qu'il y ait de la joie. Et au fond, le sens de notre vie, c'est de nous accorder d'agir et de vivre des expériences dans des domaines qui nous procurent de la joie, de nourrir notre capacité d'émerveillement vis-à-vis du monde. Et quand on est là-dedans, au fond, c'est pas tellement important qu'on travaille dans une épicerie ou dans un journal ou qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela. Ce qui est important, c'est que la vie de notre vie soit nourrie et vive et nous donne ce message qu'on est en train d'être en cohérence avec soi-même. Albert Camus avait écrit très jeune une phrase remarquable. Il disait « Qu'est-ce qu'une vie réussie sinon l'accord profond d'une personne avec sa vie ?» Tu vois ? On dirait quelqu'un d'aligné. Oui, exactement. Donc, au fond, je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver un sens à la vie, mais je pense qu'on peut chercher cet alignement et sentir si on est plus ou moins au bon endroit, dans les bonnes expériences, ou si, au contraire, on est un peu en train de se tromper de route. Et en rappelant au passage, je me permets de le dire, que c'est aussi en se trompant de route qu'on affine sa capacité de sentir si on est sur le bon chemin ou pas, et donc que les égarements, les galères, les erreurs d'aiguillage font partie du chemin. Tu penses que dans cette société, il y a une place pour tout le monde à être aligné ? Est-ce qu'il y a la capacité à ce que tout le monde puisse être aligné dans cette société ? Je pense de toute manière que l'idée que tout le monde puisse être aligné soit un peu gourmande. Mais tu sais, c'est comme ces prières de la tradition bouddhiste, on appelle ça la méditation de la bienveillance, où tu te dis à toi-même que je sois en paix, que je sois heureux, que je sois en bonne santé. Puis après, tu l'adresses aux gens autour de toi, que ma femme soit heureuse, que mes enfants soient en paix, que mes parents soient en bonne santé. Puis après, au voisinage, puis après à l'humanité tout entière, que l'humanité tout entière soit en paix, en bonne santé et heureuse. Alors, ça a un côté peut-être un peu cucul à praline vu comme ça, mais si vraiment on y met son intention bienveillante, ça fait beaucoup de bien à soi-même. Et puis, qui sait, ça fait peut-être circuler des choses bonnes dans l'univers aussi, mais enfin ça, on n'est pas sûr. Maintenant, on peut aussi se dire, mais attends,
le fait que tous les êtres humains soient heureux, tu oublies, la vie sur Terre, c'est pas ça. Donc est-ce que c'est pas irréaliste ou même un peu stupide comme manière de prier? Mais la question, c'est pas tellement que ça soit possible ou pas. La question est, est-ce que c'est une bonne intention à avoir pour soi et les autres? Et si oui, ça veut dire qu'en pratiquant cette méditation, où il y a l'équivalent bien sûr dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, dans l'hindouisme, en tournant des mantras et des prières qui vont dans ce sens-là, je fais grandir à moi un espace de contact avec le sacré et je contribue au fait qu'il y ait un peu moins de disharmonie dans ce monde. Et sur l'endroit où je peux vraiment agir de manière sûre, c'est-à-dire en moi et autour de moi. Donc je pense que oui, c'est une noble voie à parcourir, mais de nouveau, pas dans l'illusion, surtout pas dans le « mais moi je suis quelqu'un de spirituel ». C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego spirituel parmi les gens qui qui prétendent avoir atteint cette suffisance et cette résilience spirituelle. Moi, je m'en méfie énormément. Et tu vois, alors j'aime bien m'inspirer dans beaucoup de traditions différentes, mais je trouve qu'il y a une très grande force de la tradition chrétienne, c'est que les plus grands saints sont ceux qui disent « mais il n'y a pas pire pécheur que moi sur terre ». Tu n'as pas du tout ce jeu de « regardez, je suis un être réalisé au-dessus des autres, j'ai dépassé ce dans quoi vous pataugez, etc. » J'y ai cru un moment dans des recherches en direction de l'Inde. Puis franchement, quand tu creuses les gourous, même ceux qui ont beaucoup de succès aujourd'hui et que tout le monde regarde comme des saints particulièrement gentils et bienveillants, quand tu grattes un peu et que tu découvres la réalité de leur vie et de leur relation avec leur entourage, ça fait peur. Et donc, je pense que la vraie voie de la spiritualité, c'est une voie d'humilité qui consiste au fond à reconnaître l'entier de ce qui nous compose, y compris tout ce qui est un peu minable et embarrassant, et de surtout pas jouer à celui qui a tout compris, parce que c'est plutôt le signe qu'une personne a une blessure d'estime de soi tellement violente qu'elle est obligée de faire croire aux autres qu'elle est importante parce qu'elle a accompli, mais que ça ne peut pas être authentique étant donné cette séquence d'événements, et que d'une part elle est un peu à plaindre parce que ça veut dire qu'elle cherche la reconnaissance à un endroit qui n'est pas juste, mais aussi qu'elle est à risque d'induire les autres en erreur par le pouvoir qu'elle cherche à prendre sur eux. Oui, parfois j'ai comme l'impression qu'on est entouré, je m'inclus aussi dedans, mais qu'on est tous un peu des orphelins d'une forme de reconnaissance, Oui. en carence, à chercher par tous les moyens possibles, mais que ce soit dans l'univers des gens qui ont compris le système, mais que dans l'univers opposé. Oui. Toujours cet besoin insatiable de reconnaissance. Oui. Oui, et c'est tellement juste. Et tu sais, il y a aussi toute cette thématique de la lutte contre l'ego dans le développement personnel et la spiritualité. Et une des phrases qui m'a toujours beaucoup inspiré, elle est d'Arnaud Desjardins, elle l'a entendue d'un philosophe indien qui lui a dit « mais vous savez, on ne se libère jamais que d'un ego satisfait ». C'est pas en tapant sur l'ego et en le critiquant et en le rabaissant. Ah, c'est encore mon ego, quel ego de merde. Non. Cet ego, s'il se comporte comme un ego de merde, c'est qu'il est en souffrance. Et il a besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être soutenu, qu'on ait des égards envers lui. Et ça, tu auras observé, j'imagine comme moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans la, entre guillemets, résistance, c'est la qualité des égards qu'on a eus en général les uns pour les autres. L'appréciation mutuelle qu'on a su se donner, le fait de dire « mais ta contribution, elle est géniale, merci de l'avoir apportée ». Et bien Est-ce que sûr, ce n'était pas l'adversité qu'on a tous vécue ensemble qui a généré ça? Ça aide. Finalement, c'est un mal pour un bien, quoi. Et oui, mais en même temps, c'est juste. Je veux dire, moi, je te le dis vraiment pas pour te passer la pommade, mais franchement, ce que vous faites avec Nexus, c'est incroyable. De qualité, de ténacité, d'audace, de justesse. Vous faites énormément de bien avec ce que vous faites. Donc, qu'est-ce que ça coûte de le dire dès lors qu'on le ressent? Le compliment, il est problématique quand il n'est pas sincère. Quand tu veux flatter la personne ou obtenir. Mais s'il est sincère, quelle est la moindre contre-indication à un compliment? Et moi, je trouve qu'on a eu beaucoup d'égards les uns envers les autres et que c'est comme ça qu'on calme cet ego blessé, tu vois. Parce qu'on est ces puissants fonds qui avons besoin de reconnaissance, mais si en même temps, à toutes les choses bien qu'on essaye et qu'on fait, on n'en reçoit pas, ça ne va pas régler le problème. Et quand on apprend à se donner de la reconnaissance et de l'appréciation, et alors je ne sais pas comment c'est toi avec ton lectorat,
Mais moi, depuis le début de cette aventure, la masse d'appréciation que j'ai reçue des gens qui m'écrivaient pour me remercier, mais par centaines. Ouais. Et je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est vraie. Au début, quand j'ai commencé à me faire lyncher par les médias suisses, moi j'étais quand même un notable, si tu veux. J'étais quelqu'un que tout le monde respectait en se disant il est un peu original, mais on l'apprécie, il sait de quoi il parle, c'est un type sérieux. Et quand du jour au lendemain, tu te fais lyncher par les médias de ton pays qui t'ont invité 200 fois au cours des décennies précédentes, en disant c'est un type douteux, il a dû tricher sur son CV, on ne sait pas très bien d'où il sort. Et vraiment, moi, ça a été dur à vivre. Et une nuit où j'étais comme ça, assez perturbé par ça, j'ai eu cette pensée qui est montée de mon intuition, parce qu'on a en nous de la neurosagesse qui est plus forte que ce que notre mental est capable de concevoir, qui m'a dit « Mais regarde, tu reçois 1000 fois plus d'appréciation que d'attaque ». Et tout d'un coup, j'ai senti que c'était plus moi face à ce lynchage et des moyens importants, c'était des milliers de personnes qui étaient là et qui me soutenaient, qui me portaient, qui me donnaient la force que je n'aurais pas su trouver par moi-même. C'est vrai que les égards ont cette capacité, cette puissance à redonner de la force et de la confiance en l'autre. Et on oublie, on n'a jamais été vraiment habitué à le faire. Hein. À l'école, on n'apprend pas à avoir des égards, hein. On apprend à être noté sur... voilà. C'est ça. On pointe du doigt les erreurs. Et entre nous, dans nos relations sociales, très peu d'occasions de donner des égards aux autres. Oui. Et partout, la caissière du supermarché, le chauffeur de bus, l'instituteur de ton enfant, l'agent municipal. Moi, j'ai pris le métro pour venir ici. Alors, une des choses que j'apprécie à force de pratiquer ça, c'est que la beauté des gens me saute aux yeux. Quand tu leur apportes des égards ? Non, quand je prends le métro, je vois les gens qui sont là, je vois bien cette blessure d'estime de soi, parce qu'on le voit chez les gens, mais en même temps, je les trouve beaux. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, il y a une beauté fondamentale dans l'être humain, au-delà de ce qu'il croit être, qui, moi, me touche de plus en plus. Et tu vois, je pense que juste être dans cette capacité de regard impulse déjà quelque chose. Qu'est-ce que tu trouves le plus beau chez l'être humain en général ? Alors, peut-être que c'est sa vulnérabilité et cette manière dont nous nous déployons tous d'une extrême fragilité jusqu'à une grandeur incommensurable. Et au fond, ce qui est compliqué avec l'espèce humaine, c'est qu'on est à la fois immense et incroyablement minable. Et c'est compliqué d'articuler deux. Si on était que minable, on serait des espèces de petits... Mais non, il y a en nous cette grandeur. Mais en même temps, si on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il y a de la grandeur en moi ?» Non, attends, je suis aussi minable à plein de moments de ma vie. Et au fond, quand on perd de la défensivité face à ces côtés minables, mesquins, maladroits, cafouilleux, et qu'on arrive à mettre de la bienveillance, tu vois, comme avec nos enfants. Ils essayent en permanence de dire « Regarde-moi, je sais sauter dans l'eau, bravo mon chéri, c'est magnifique. » Et moi, je saute encore, ah, comme c'est bien, tu sautes très très bien. Puis en même temps, ils n'arrêtent pas de faire des trucs qui sont aussi un petit peu ratés, mais on sourit de ça parce qu'on les aime et parce que c'est beau de les voir essayer de grandir là-dedans. Donc moi, c'est ça qui me touche chez les gens, c'est que j'ai l'impression que, à part les pervers et les psychopathes, mais les autres, il y a une espèce de bonté et d'envie, comme tu dis, d'être reconnu, d'être aimé, de se connecter dans l'authenticité avec les autres, que je trouve, à l'âge que j'ai, avec la vie que j'ai eue, est profondément touchant. Il y a un moment où on perd cette tendresse et cette bienveillance envers les gens dès qu'ils franchissent un certain âge. Donc c'est vrai qu'un enfant de 4-5 ans, tout le monde va être émerveillé et va avoir de la bienveillance. Mais un ado de 15 ans qui fait les mêmes erreurs, on va être très critique. Et après, à l'âge adulte, alors là, c'est impardonnable. Et c'est vrai qu'on manque de ce regard, de ces égards. Oui. Là, j'avais entendu beaucoup Louis Fouché en parler ces c'est dernières années. C'est vrai. Ça me revient. Et je ne comprenais pas trop. Il parlait tout le temps des égards. Je me disais, mais ouais, est-ce qu'il n'y a pas plus mobilisateur comme concept ? Et puis finalement, c'est vrai que c'est assez central comme approche. Parce que passer notre temps à critiquer les autres qui n'ont pas compris ou passer notre temps à être dans la confrontation avec ceux qui nous dominent, on voit que ça ne porte pas ses fruits. Donc finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer autre chose ? Oui, mais oui.
Oui, oui, et puis retrouver une force de vie, tu vois. Une autre chose qui m'a toujours frappé avec mes enfants, j'ai la grâce d'en avoir plusieurs, mais c'est que quand ils passent leur journée à l'école avec un camarade, et puis qu'après tu les récupères, puis je sais pas, tu vas faire des courses à l'épicerie du coin, et qu'ils revoient le camarade avec qui ils ont passé la journée, c'est «Ah, machin!» comme s'ils ne l'avaient pas vu. C'est-à-dire que la joie de voir quelqu'un dans la vie est comme toujours disponible. On voit ça avec les animaux aussi. Oui. Le chien, il est toujours content que tu sois là et de venir te saluer. Et au fond, qu'est-ce qui fait qu'on perd ça? Alors de nouveau, on ne peut pas en tant qu'adulte se comporter comme un enfant de 5 ans ou comme un chien, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi ce sens du mystère et du fait que c'est incroyable qu'il y ait d'autres personnes et que chacune a sa richesse? Et puis pour les gens qui malheureusement sont du mauvais côté de la barrière, moi j'ai eu un déclic à un moment donné qui était de comprendre l'intérêt de prier pour eux. Parce que surtout quand tu te fais attaquer, quand tu te fais insulter, puis il y en a qui sont vraiment gratinés dans le paysage. Hein. Toi, t'en as pris vraiment pour ton grade. Hein. Oui, mais enfin... Bon, comme tant d'autres. Hein. Oui, 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 oui. Et puis après, tu sais, t'as des meutes. Ouais. De gens qui chassent et qui sont mais malhonnêtes, vilains, enfin bon, ils font des choses abominables. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur une parole d'un moine, je crois, orthodoxe, qui disait « Quand quelqu'un dit du mal de toi et t'attaque publiquement, prie pour lui, parce qu'il est tombé aux mains de l'ennemi, son âme est en danger, et si tu pries pour lui et pour toi, vous serez tous les deux aidés. » Et c'est peut-être un peu bête, mais ça m'a fait un éclat de lumière où je me suis dit, évidemment que je déteste Macron, évidemment que je déteste Bill Gates, évidemment que je déteste ces hordes de zététiciens qui nous vomissent dessus à longueur de journée. Enfin, je déteste ce qu'ils font. Oui. Oui. Je déteste ce qu'ils font. Mais si je pars du principe qu'ils sont tombés en possession de quelque chose de profondément malveillant, et qu'au lieu de leur en vouloir et de les prendre moi comme des ennemis, je prie pour leur âme, pour la part d'humanité qui n'existe plus chez eux tellement ils sont sous emprise de quelque chose d'horrible, je me suis dit, je vais essayer, et c'est incroyable la liberté que ça m'a redonnée. C'est-à-dire que tu te sens plus dans ce lien toxique avec ces personnes. Exactement. Je me sens... Alors, j'ai jamais été beaucoup dans la haine, mais dans la colère, dans la révolte, et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a lâché en disant, mais que ça doit être effroyable d'être dans cet état-là. Imagine, le seul plaisir que tu as, c'est la souffrance que tu infliges aux autres et le pouvoir que tu as. C'est terrifiant. Alors, ça ne veut pas dire se laisser faire, ça ne veut pas dire ne pas critiquer, mais intérieurement, dire mais quel destin épouvantable. Quel destin épouvantable. Et de prier pour l'âme de ces personnes, de prier pour moi aussi. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. Et puis il y a une potentialité qui existe à partir de là. Ouais. C'est une approche intéressante qui va même à rebours de parfois tout ce qu'on a pu partager. Des fois, oui. Parce que, oui, c'est vrai. Hein, oui. Face à des personnes qui ont abusé, usé de tout un pouvoir totalitaire et qui ont provoqué énormément de colère, d'indignation chez bon nombre d'entre nous. Ouais. Et de nouveau, je crois que la colère et l'indignation ont tout à fait leur place, mais que ça, au fond, il faut qu'il y ait deux jambes. C'est un équilibre. Mais tu m'aurais dit il y a 2 ans, voilà ce qui va t'arriver, tu vas te dire qu'au fond, c'est une bonne idée de prier pour eux. Je t'aurais dit, écoute Marc, t'es gentil, mais bon, la spiritualité m'intéresse, la prière, je trouve ça intéressant, mais enfin quand même, là, c'est un petit peu loin. C'est récent, en fait, cette transformation. C'est récent parce que j'ai été condamné pour diffamation et injure par un médecin cantonal que j'avais traité en Suisse de capot avec un K. Les capots, c'était les prisonniers dans les camps de concentration qui étaient engagés pour maltraiter les autres prisonniers. D'accord. Et il a porté plainte contre moi. D'abord, ça a été classé en disant voilà, il n'y a pas de quoi avoir une condamnation. Et puis, il a fait recours et finalement, j'ai reçu une ordonnance. Et là, j'avais le choix, soit je la contestais et j'allais au tribunal plaider ma cause, soit j'acceptais l'ordonnance, qui n'était pas très... C'était un peu la peine minimale qu'on pouvait donner à quelqu'un, donc ils n'avaient pas chargé la mule. Et puis franchement, j'ai contemplé le truc et je me suis dit, objectivement, j'ai merdé. Ce type a fait
des choses que je considère comme inacceptables. Il a fait partie de ceux qui ont enfermé les personnes âgées, qui ont imposé la muselière aux jeunes, qui ont poursuivi des médecins qui avaient émis des réserves sur le vaccin. Donc pour moi, il s'est comporté d'une manière hyper grave. Mais je n'avais pas à le traiter de capot. Un capot, c'était des prisonniers qui maltraitaient d'autres prisonniers au service des nazis. J'ai dérapé. En toute franchise, mon dérapage me semble infiniment moins grave que ce que lui a fait. Parce que moi, j'ai pas mis les gens en danger, je les ai pas torturés dans leur réalité. Donc je considère que ce qu'il a fait est très grave. Mais en mon âme et conscience, est-ce que je trouve que c'est OK pour moi de me comporter en utilisant des mots comme ça ? Et ce qui est amusant au passage, c'est que je me tape pas du tout dessus. Je comprends pourquoi j'étais tellement en colère contre lui que j'ai dérapé. Mais en même temps, je suis obligé à un moment donné de me dire non, ça va pas de traiter les autres d'ordures, de capots, de tout ce que tu veux. J'ai le droit d'exprimer ma colère, j'ai le droit d'exprimer des critiques, mais pas ça. Et puis là, ça a déjà décliqué un peu quelque chose, tu vois. Les torts des autres, c'est leurs torts, mais au fond, moi, la seule chose dont je suis en charge, c'est de mes torts à moi. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Moi, la seule chose dont je suis en charge, c'est de mes torts à moi. Et si j'essaye de dire « Non, mais c'est pas des torts, c'est pas grave, ils m'ont aussi traité de tous les noms, donc au fond, il n'y a aucun problème », je suis en train de tomber dans quelque chose de défensif et je trouve que c'est beaucoup plus sain de dire oui, j'ai dérapé, j'aurais pas dû, c'est vrai, je comprends pourquoi je l'ai fait, je m'en veux pas de l'avoir fait, mais j'assume. Et donc j'ai accepté l'ordonnance de condamnation, donc je suis un repris de justice. Non, parce qu'il n'y a pas eu de jugement du tribunal, donc c'est une ordonnance, donc ça va. Mais en même temps, ça m'a beaucoup encouragé à ça. Parce que ce type, par ailleurs, je le connaissais d'une autre vie, j'avais travaillé en santé publique avec lui et c'est vraiment pas un mauvais gars. Mais c'est ce genre de profil qui, si tu l'instrumentalises en disant les gens sont en danger, il faut les protéger avec un vaccin et l'ennemi, c'est les complotistes, il va se mettre à faire des choses qui, franchement, sont lamentables. Donc ça lui est arrivé. Puis là, je me suis dit, mais alors c'est quoi ? Est-ce que je le hais pour ce qu'il a fait ? Est-ce que je lui en veux ? Ou est-ce que je me dis, j'aimerais pas être à sa place ? Il a fait bien plus grave que moi, mais en attendant, je peux aussi espérer qu'un jour, il ouvre les yeux et de toute manière, je lui veux pas de mal, tu vois ce que je veux dire ? C'est très intéressant comme posture, même, je dirais, très nécessaire, parce qu'elle est assez libératrice. Oui. Et elle donne une hauteur de vue, Oui. je trouve, plus intéressante, effectivement, que la colère permanente qui peut se comprendre, hein, mais qui, à la fin, nous prend toute notre énergie. Oui. Oui, et puis c'est là où parfois on peut s'enfermer sans s'en rendre compte. Et moi, effectivement, mon premier réflexe, mais il a participé à un truc à la Goebbels, et il vient me faire chier, parce que j'ai traité de capot, mais il en est où, le mec ? Et puis tu vois, on peut souvent être à risque de nous enfermer nous-mêmes dans des postures comme ça, qu'on trouve justifiées, mais sans mesurer toute la crispation que ça va générer, et le fait qu'au bout du compte, c'est pas bon pour nous. Et c'est là où, quand tout d'un coup, il y a une ouverture de conscience, qui n'est pas le fruit de notre mérite, c'est pas que tout d'un coup j'ai été suprêmement intelligent, non, mais c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi et qui m'a fait dire « Attends, regarde bien ce que tu es en train de voir, peut-être qu'il y a mieux pour toi. » Ça, c'est ça la neurosagesse. Il y a en nous aussi plus grand que nous-mêmes. Il y a plein de moments où on se dit pourquoi est-ce que j'ai été aussi maladroit et pourquoi j'ai pas eu la bonne réplique qui m'est venue à l'esprit au bon moment. Puis il y a aussi des moments où on découvre qu'on fait des choses qui franchement sont bien et dont on ne peut pas s'attribuer le mérite du style regardez comme je fais. Non, c'est juste que là il y a eu un truc où à un moment donné ça s'est ouvert. Je me suis pris en défaut moi-même. J'ai été content de voir quelque chose de nouveau et j'ai pu vivre les choses différemment. Et ça, pour moi, c'est cette neurosagesse, c'est ce qu'on peut travailler pour essayer d'y avoir accès de plus en plus souvent dans sa vie. Si tu veux donner un dernier conseil à ceux qui nous écoutent,
la plus grande sagesse que tu pourrais nous partager pour finir cet entretien, ce serait laquelle? Je crois que c'est ça, c'est vraiment cette stratégie de fond qui est celle de l'observation bienveillante. Notre problème, en général, c'est qu'on ne prend pas le temps de bien regarder les choses. On passe très vite à un jugement ou à une critique pour refermer le dossier. Et qu'il s'agisse de nous ou des personnes autour de nous, que les personnes qu'on aime comme les personnes qu'on n'aime pas, on est à peu près systématiquement dans un défaut d'observation. Et la première chose, c'est de se poser avec ce qui est là, surtout quand il s'agit de tous ces comportements ou ces manières de vivre les choses qui ne sont pas les plus glorieuses. Un jour où je râle depuis le réveil, je me lève du mauvais pied, tout me fait chier, c'est un peu minable quand même. Mais ça arrive de temps à autre. Et dans un cas comme ça, est-ce que je peux me dire, OK, il se passe un truc aujourd'hui, c'est quoi ? Et puis d'observer, tu vois, pour avoir ce petit recul, et puis mettre de la bienveillance. Parce que si je suis plutôt une bonne nature, donc en général j'aime bien me lever du bon pied, j'aime bien prendre la vie du bon côté, j'aime bien sourire aux autres, donc si un jour je tire la gueule depuis mon réveil, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, est-ce que je peux avoir cette bienveillance de me dire, je vais essayer de rester avec ça et de sentir ce qui se passe vraiment. Et en fait, cette observation bienveillante, c'est une des clés magistrales du changement parce qu'on ne cherche pas à changer quelque chose. On ne se dit pas, il y a un truc, il faut que j'utilise un outil ou que je me déprogramme et que je me reprogramme. Non. On se dit, il faut que je prête attention à quelque chose. Tout comme quand on prend du temps avec notre épouse, avec nos enfants, avec un ami, on voit qu'ils ne sont pas bien. On va prendre du temps, raconte-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a juste le moment présent. Oui. Et puis cette qualité de bienveillance qui se manifeste par l'attention et qui elle-même est profondément guérissante. Et au fond, tout au long du livre, dans tous les différents sujets que j'aborde et les chapitres et les exemples que je prends, on retrouve à peu près systématiquement cette invitation à l'observation bienveillante. Et puis après, avec des stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Et ce que j'aime aussi dans les neurosciences, elles me rappellent au fond beaucoup le chamanisme. Pourquoi ? Parce que les chamans, c'est des gens rusés. Ils n'ont pas de moyens techniques, ils n'ont pas de moyens puissants, donc ils sont obligés d'être très habiles dans sentir où se jouent les choses et proposer des rituels, des gestes symboliques, parfois des manipulations, parce que ça peut débloquer quelque chose. Et donc, ils sont très pragmatiques et rusés. Et au fond, les neurosciences, elles sont très pragmatiques et rusées. Elles te disent, dans telle situation, essaye ça et vois ce que ça donne. Alors, je te donne un dernier exemple, parce que c'est une des recommandations que j'aime le plus, et vraiment, je peux le recommander à toutes les personnes qui nous écoutent. Faites-en l'expérience. C'est par exemple quand quelque chose nous perturbe, qu'on soit déprimé, triste, en colère, frustré, quelle que soit la nature de la perturbation, de dire, décrivez-vous cela à la troisième personne comme si c'était quelqu'un d'autre qui était en train de le vivre. Donc au lieu de dire, ouais, il a dit tel truc, il n'aurait pas dû, ça fait chier, c'est trop injuste. Et puis là, on part dans le jeu des ruminations, tu vois, parce qu'on est dans l'histoire. Et si tout d'un coup, je prends du recul en me disant, Jean-Dominique est très perturbé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, ça l'a vraiment fait réagir, et là, il a les boules. Il ressent de la tension dans son corps, et puis quand il réfléchit à la situation, c'est parce qu'il a trouvé cette remarque très injuste et irrespectueuse. Et en fait, Jean-Dominique, il n'aime pas l'injustice. Et quand il y a de l'injustice, il se met facilement en colère, il ressent facilement de la colère. Et le simple fait de te décrire à toi-même ce que tu vis comme si c'était une autre personne est extraordinaire. Ça fait prendre de la distance, ça remet de la bienveillance. Parce qu'au lieu de te critiquer, de te justifier et de te critiquer en même temps, tout d'un coup, tu te racontes l'histoire que tu es en train de vivre. Et c'est... Alors, depuis que j'en parle, j'ai plein de retours de gens qui me disent « Mais c'est génial, j'ai essayé l'autre jour. » Je ne pensais pas que ça produirait un effet pareil. Donc, quand tu as une tuile qui t'arrive, tu fais ce petit décalage. Et tu te racontes à toi-même... Toi, tu dirais, Marc est en train de vivre ceci et cela. Il attendait une livraison pour son festival. Le gars était pas fiable. Il se retrouve dans la mouise. Il sait pas comment faire. Il est complètement hors de lui. Au fond, ça, c'est se donner à soi-même de la compréhension. C'est
extraordinairement puissant. Et en même temps, c'est tellement simple. Si tu fais une suggestion comme ça à quelqu'un, elle va presque te dire « mais c'est trop simple, je ne peux pas croire que ça marche ». Essayez et vous verrez. Et mon bouquin est truffé de tout ce que la science apporte comme astuces et stratégies de cette nature pour s'accompagner dans tous les différents moments de sa vie. Plein de petites astuces faciles à mettre en place, faciles à lire. Franchement, ça devrait être le livre de chevet de toutes les personnes pour aller mieux. C'est important, surtout dans cette époque. 28 jours de neurosagesse. Voilà, un mois d'essai à faire. Réveillez votre sagesse intérieure grâce aux neurosciences. Édition Résurgence. Faites-vous plaisir. Franchement, c'est un bouquin qui ne peut qu'aider. Vraiment, je vous le conseille. On a abordé une partie des conseils que tu nous partages, mais il y en a beaucoup d'autres. Merci infiniment, Jean-Dominique Michel, d'être venu jusqu'au micro de Nexus. C'était la première fois que tu es venu jusqu'ici. C'est un plaisir. Moi, je t'avais déjà partagé, merci. Oui, absolument. Pendant le Covid, en Suisse, dans une autre ambiance. Je suis ravi d'être passé à cette approche-là. Et soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. C'est important pour changer un petit peu d'émotion parce que le monde ne va pas changer demain. C'est vrai, l'aventure continue. Ça continue, il y a encore du boulot. Et qu'elle soit belle pour nous. Ouais. Évidemment, merci à toi pour le temps que tu nous as accordé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retrouvez-nous évidemment en kiosque et sur nexus.fr. Le numéro actuel, numéro 164, toujours sans publicité, évidemment, pour préserver votre cerveau. Et puis, retrouvez-nous pour le grand festival Nexus les 27 et 28 juin prochains. On espère vous y voir très nombreux. Merci Jean-Dominique, à très bientôt. Merci. Au revoir.